Bonjour mes chers élèves, je suis content de m'adresser à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais entamer le corrigé de l'examen national du bac, deuxième année bac sciences mathématiques 1, session de rattrapage 2016, matière SVT. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la partie qui s'appelle restitution des connaissances. Pour ce sujet, cette partie contient trois exercices. Eh bien, commençons par le premier. Nous avons dit donc partie 1, restitution des connaissances, exercice 1. Ici, on vous dit répondez sur votre feuille de production aux questions suivantes. Et vous avez petit a, petit b et petit c. Petit a, définissez les deux termes suivants. Arbre généalogique, caryotype. Donc, voici donc deux propositions de définition. Tout simplement, vous devez savoir que généralement, n'importe quelle définition qui est juste, donc elle est acceptée au niveau de l'examen. Histoire de ne pas croire que les définitions, c'est toujours quelque chose qu'on peut apprendre par cœur, mais quand même, on peut plus ou moins proposer une définition d'après ce qu'on avait acquis à partir de nos différents chapitres de notre cours, ou bien à partir d'un certain nombre d'exercices ou de résumés, etc. Donc, nous avons ici deux propositions de définition pour ces deux termes respectifs. Premièrement, l'arbre généalogique. Eh bien, on vous dit ici, c'est une représentation schématique des phénotypes d'individus appartenant à la même famille dans le but de suivre la transmission d'un caractère ou plusieurs caractères à travers les générations. Et pour l'arbre généalogique, donc vous savez comment on représente l'arbre généalogique, comment est-ce qu'on représente les mâles, enfin les individus du sexe masculin, les individus du sexe féminin, les relations de mariage et les relations de parenté entre les parents et leurs enfants. Donc, comme définition ici, donc nous avons dit représentation schématique des phénotypes d'individus appartenant à la même famille dans le but de suivre la transmission d'un caractère ou de plusieurs caractères à travers les générations. En génétique humaine, généralement, on étudie donc comme exemple de caractère, on étudie généralement les maladies héréditaires. C'est ce qu'on appelle aussi les tares héréditaires. Bien. En ce qui concerne le deuxième terme qui est demandé dans les définitions de grand 1 petit a, c'est le karyotype. Eh bien, le karyotype, c'est un arrangement standard des chromosomes d'un individu ou d'une espèce. Les chromosomes sont présentés par paires de chromosomes homologues, surtout lorsqu'on a donc des cellules diploïdes, selon un ordre et une numérotation normalisée basée sur la taille, la position du centromère et les bandes colorées. Eh bien ici, donc nous avons dit le karyotype, c'est un arrangement standard. Ici, il y a le terme standard, il y a le terme normalisé. C'est-à-dire la façon selon laquelle on présente l'arrangement des chromosomes et on présente la numérotation des chromosomes, c'est une manière standard, normalisée, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord sur la même numérotation et le même arrangement des chromosomes. C'est-à-dire, tous les chercheurs du monde savent, par exemple, pour l'espèce humaine, qu'est-ce que c'est que le chromosome numéro 10, ou bien qu'est-ce que c'est que le chromosome numéro 19. D'accord? Donc, c'est un arrangement standard des chromosomes d'un individu ou d'une espèce. Les chromosomes sont présentés par paire de chromosomes homologues lorsqu'il s'agit de cellules diploïdes, selon un ordre et une numérotation normalisée, basée sur la taille, la position du centromère et les bandes colorées. Eh bien, vous savez très bien que lorsqu'on a une cellule diploïde, les cellules peuvent être arrangées selon sous forme de paires de chromosomes qui sont appelées des paires de chromosomes homologues. Et les critères qui sont donc adoptés pour faire cet arrangement et cette numérotation, c'est la taille des chromosomes et la position
du centromère et les bandes colorées parce que lorsqu'on fait donc lorsqu'on on réalise donc l'extraction des chromosomes à partir de cellules en division pour faire le karyotype, pour observer ces chromosomes au microscope, on, on les traite par des colorants spécifiques et ces colorants apparaissent sous forme de bandes, plus ou moins. Donc, dans les bandes, il y a des bandes sombres, il y a des bandes claires. Donc, les bandes sombres correspondent aux régions du chromosome qui ont absorbé plus de colorant et les bandes claires correspondent aux régions du chromosome qui ont absorber moins de colorants. Voilà donc notre définition du karyotype. Donc je répète, karyotype, c'est un arrangement standard des chromosomes d'un individu ou d'une espèce donnée. Les chromosomes sont présentés par paires de chromosomes homologues dans les cellules diploïdes selon un ordre et une numérotation normalisée basée sur la taille, la position du centromère et les bandes colorées. Ça, c'est la réponse à la question petit a, grand 1, petit a. Vous avez grand 1, petit b. Citez deux moyens du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques. Eh bien, vous savez donc, ce chapitre, donc c'est bien sûr, cet exercice est en rapport avec le chapitre de la génétique humaine. Et dans la génétique humaine, vous avez vu qu'on peut essayer de détecter une anomalie chromosomique in utero, c'est-à-dire alors que le fœtus est dans l'utérus de sa maman. Eh bien, il y a généralement deux moyens pour détecter les anomalies chromosomiques, soit avec l'échographie, parce que donc l'échographie peut révéler des malformations chez le fœtus, ou bien en réalisant l'extraction de cellules fœtales à partir de liquide amniotique, et à partir de ces cellules, on va réaliser un karyotype pour pouvoir détecter les éventuelles anomalies chromosomiques. Alors, qu'est-ce qu'on va dire comme réponse à la question grand 1, petit b? Donc, il y a deux moyens du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques. Réaliser une échographie. Donc, l'échographie peut révéler les malformations du fœtus. Deuxièmement, c'est-à-dire deuxième moyen, isoler des cellules fœtales à partir du liquide amniotique en vue de la réalisation d'un karyotype. Voilà donc la réponse à la question grand 1, petit b. La question grand 1, petit c. L'étude de la génétique humaine est confrontée à des difficultés. Donnez deux exemples de ces difficultés. Eh bien, ici, donc, c'est un problème qui est en relation avec, soi-disant, les méthodes utilisées au niveau de la génétique mendélienne. Donc, lorsqu'on fait des croisements orientés chez les animaux ou bien chez les végétaux, et en comparaison avec les études de la génétique humaine. Donc, on va dire qu'il y a plusieurs difficultés en génétique humaine en comparaison avec les études génétiques pour les animaux et pour les végétaux. Donc, on vous dit ici, dans la question grand 1, petit c, l'étude de la génétique humaine est confrontée à des difficultés. Donnez deux exemples de difficultés. Eh bien, dans la réponse ici, je vais vous proposer plusieurs difficultés, mais tout simplement, qu'est-ce que on vous demande au niveau de votre question? On vous demande tout simplement de proposer deux difficultés parmi plusieurs. Donc, vous pouvez être en connaissance de plusieurs difficultés. Eh bien, dans cette question, on vous demande tout simplement d'en proposer deux. Eh bien, je vais vous citer un certain nombre de difficultés qui sont liées aux études de la génétique humaine. Alors, quelles sont ces différentes difficultés? Nous avons par exemple, l'homme n'est pas sujet à des croisements expérimentaux, donc on ne peut pas faire d'expérience sur l'humain. L'homme n'est pas sujet d'induction de mutation par des mutagènes. Ça, les inductions de mutation par des mutagènes, ça concerne surtout les micro-organismes, notamment les bactéries et les champignons microscopiques. Donc, pour les bactéries et les champignons microscopiques, on peut donc les mettre en culture, dans un milieu de culture, généralement sur des boîtes de pétri, et on peut soumettre ces micro-organismes à des radiations, généralement des radiations X ou des radiations UV,
Et après un certain nombre de générations au niveau du milieu de culture, on peut voir apparaître des mutations qui sont donc provoquées par par un certain nombre de types de radiation. Eh bien, bien sûr, on ne peut pas provoquer des mutations de cette manière-là sur l'être humain. Troisième point, troisième point, pour l'être humain, nous avons le nombre de descendants est faible, ce qui limite l'application des lois statistiques. Donc, vous savez très bien que le taux de reproduction, si vous voulez, de l'être humain est faible par rapport aux autres animaux, par exemple, par rapport à des animaux, par exemple, comme la drosophile. Et donc, vous savez très bien que la drosophile peut voir, donc un couple, soi-disant un couple de drosophiles, un mâle et une femelle peuvent avoir un très grand nombre de descendants par rapport, par exemple, à l'espèce humaine. Et pour l'espèce humaine, donc, le nombre de descendants faible limite l'application des lois statistiques, c'est-à-dire on ne peut pas travailler sur de grands nombres. Donc, les lois statistiques, c'est lorsqu'on parle de lois statistiques, c'est-à-dire on travaille sur de grands nombres. Vous savez très bien que les lois statistiques ne peuvent se réaliser que si vous avez un grand nombre de descendants dans un croisement donné, et aussi un grand nombre de parents. Ça d'une part. D'autre part, pour l'espèce humaine, le nombre de chromosomes il est élevé. Et ça, on peut faire la comparaison par exemple avec la drosophile sur laquelle a travaillé Morgan. Et c'est ce qui lui a permis par exemple de proposer ce qu'on appelle la théorie chromosomique de l'hérédité. Eh bien, c'était relativement facile pour la drosophile parce que le karyotype de la drosophile comporte 8 chromosomes de Z égale à 8, alors que pour l'espèce humaine, par exemple, le karyotype comporte 46 chromosomes de Z égale 46. Donc cela aussi, c'est une difficulté vis-à-vis des études de génétique. On a aussi une longue période de gestation et un cycle de développement long. Donc, une longue période de gestation, nous avons 9 mois. Et le cycle est lent, c'est-à-dire la génération pour l'espèce humaine, c'est à peu près 30 ans. Alors que pour la drosophile, par exemple, on peut avoir un nombre assez important de générations seulement en quelques semaines. Donc, je répète tout simplement cette liste de difficultés liées aux études de la génétique humaine. Dans cette question, on vous demande d'en proposer uniquement deux difficultés. Nous avons donc l'homme n'est pas sujet à des croisements expérimentaux, l'homme n'est pas sujet d'induction de mutation par des mutagènes, c'est le cas des micro-organismes comme les bactéries et les champignons microscopiques. Nombre de descendants faibles, ce qui limite l'application des lois statistiques de l'hérédité. Nombre élevé de chromosomes. Longue période de gestation. Le cycle de développement, c'est-à-dire la durée de la génération, est longue. Voici donc en ce qui concerne l'exercice grand 1. Voilà, maintenant on va passer à l'exercice grand 2. Dans l'exercice grand 2, vous avez ce qui suit. Recopiez sur votre feuille de production la lettre correspondant à chaque proposition parmi les propositions suivantes et écrivez devant chaque lettre vrai ou faux. Donc vous avez ici un certain nombre de propositions. Tout ce qu'on vous demande, c'est tout simplement d'identifier parmi ces propositions lesquelles sont justes et lesquelles sont fausses. Donc si c'est juste, vous devez mettre un vrai. Si c'est faux, vous devez mettre faux. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Donc, nous avons A, B, C, D. Nous avons quatre propositions. Première proposition, le syndrome de Down résulte d'une perte d'un chromosome 21. Vous savez très bien que le syndrome de Down, ça s'appelle la trisomie 21. Eh bien, la trisomie 21, nous avons donc
un chromosome de plus par rapport au cas normal, c'est-à-dire au lieu d'avoir une paire de chromosomes numéro 21, nous avons un triplet de chromosome 21. Ici, la proposition vous dit une perte, donc c'est faux. La première proposition, c'est faux. Deuxième proposition, c'est-à-dire la proposition petit b. L'anomalie chromosomique est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes. C'est juste parce que lorsqu'on parle d'anomalie chromosomique, eh bien, ça concerne donc un défaut, soit au niveau du nombre des chromosomes, c'est le cas d'ailleurs de la trisomie 21, soit au niveau de la structure des chromosomes. Donc vous savez très bien les histoires de translocation chromosomique, etc. Donc on va dire que la deuxième proposition, elle est juste, donc on va mettre vrai. Donc je vais relire la proposition B. L'anomalie chromosomique est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes, un ou plusieurs chromosomes. Voyons maintenant la proposition C. La formule chromosomique d'une personne atteinte du syndrome de Klinefelter est 2n plus 1 égale 44A, c'est-à-dire 44 autosomes, plus XXX. C'est faux parce que vous devez savoir que Klinefelter, c'est XXY. Et vu la présence du chromosome Y, les individus donc, qui portent cette anomalie chromosomique appartiennent au sexe masculin, vu la présence du chromosome Y. Donc ici, Klinefelter, le syndrome de Klinefelter, c'est XXY et non pas XXX. Donc c'est une proposition fausse. Et enfin, la dernière proposition, c'est à propos de la translocation simple. La translocation simple est le transfert d'un fragment de chromosome sur un autre chromosome. C'est juste, donc c'est ça la définition de la translocation simple, c'est-à-dire un morceau qui appartient à un chromosome, donc il disparaît d'un chromosome pour se rattacher à un autre chromosome. Donc c'est une proposition juste. D, la translocation simple, est le transfert d'un fragment de chromosome sur un autre chromosome. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la réponse? Eh bien, voilà, ici, c'est ce qui est sur le fond rose, c'est ce qu'on vous demande ici au niveau de la réponse. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, vous avez le numéro de l'exercice, grand 2, et vous mettez A. Devant A, vous mettez faux. Devant B, vous mettez vrai. C, faux. D, vrai. Voilà la manière donc, avec laquelle il faut présenter votre réponse. Passons maintenant au dernier exercice de cette partie donc, qui s'appelle la restitution des connaissances. Eh bien, c'est aussi donc c'est un type d'exercice qui est donc classique pour cette partie restitution de connaissances. C'est-à-dire, on vous donne un tableau, on vous donne des propositions et on vous donne des suggestions. Donc, les propositions sont numérotées de 1 à 4 et pour chaque proposition, il y a plusieurs suggestions. Généralement, on les note petit a, petit b, petit c, petit d. Eh bien, vous devez faire la correspondance entre chaque proposition et la suggestion convenable. Alors, on vous dit ici, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il n'y a qu'une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production les couples ci-dessous et attribuez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Et là où vous avez des pointillés, c'est-à-dire vous allez mettre la lettre qui correspond, à chaque fois, la lettre qui correspond à la suggestion correcte qui correspond à une proposition donnée parmi les propositions qui sont numérotées de 1 à 4. Voici donc comment se présente ce type d'exercice. Regardez ici, vous avez donc un tableau avec quatre cases et on va voir ce qu'il y a dans chacune de ces 4 cases. Voyons la case numéro 1. Je vais agrandir un petit peu ça.
Et vous avez dans la case numéro un ce qui suit. Voilà. Dans la case numéro un, donc c'est-à-dire c'est là, nous avons la proposition, c'est-à-dire la proposition numéro un, et vous avez les suggestions. Alors, dans le cas d'une maladie héréditaire récessive non liée au sexe, une maladie récessive non liée au sexe. Donc ici, je vais saisir l'occasion de vous parler un petit peu d'un certain langage qui est utilisé en génétique. On vous dit par exemple une maladie héréditaire récessive. D'ailleurs, on parle de maladie héréditaire ou bien on parle aussi de tare héréditaire. Donc c'est la même chose. Maladie héréditaire, c'est soi-disant synonyme de tare héréditaire. Lorsqu'on vous dit qu'une maladie est récessive, en réalité, ça c'est un langage qui est utilisé en génétique, mais vous devez en savoir la signification. Lorsqu'on vous dit maladie récessive, c'est-à-dire, ça se sous-entend que l'allèle responsable de la maladie est récessif et bien sûr, l'allèle normal va être dominant. D'accord? Donc, maladie récessive, dans le langage de la génétique, ça signifie que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Et alors, donc, l'allèle normal doit être dominant. On dit non lié au sexe, hein, ou bien on dit à transmission autosomique. On dit non lié au sexe ou à transmission autosomique. Donc, toujours, il faut savoir que le même phénomène, on peut l'exprimer de plusieurs manières. On peut utiliser plusieurs termes scientifiques et plusieurs manières d'exprimer donc le phénomène. Donc, par exemple, maladie récessive, ça veut dire allèle responsable de la maladie récessive. Non lié au sexe, c'est-à-dire on dit à transmission autosomique. On peut aussi dire, au lieu de dire transmission, au lieu de dire non lié au sexe, on peut dire à transmission autosomique, c'est-à-dire le gène est porté sur un autosome. Le gène est porté sur un autosome. Mais lorsque je dis le gène est porté sur un autosome, c'est-à-dire le gène est porté sur un chromosome non sexuel. Et vous savez très bien que dans le langage de la génétique, il y a aussi donc la façon de parler des gènes et la façon de parler des allèles. Je peux dire par exemple un chromosome ou bien le locus du gène est situé sur un autosome. Donc je parle au singulier, le locus du gène, ou bien le gène, est situé sur un autosome. Mais généralement, lorsqu'on fait l'étude d'une tare héréditaire, généralement, on fait la comparaison de deux allèles, c'est-à-dire l'allèle normal et l'allèle responsable de la tare héréditaire. Bien sûr que ce sont les exemples que les étudiants, c'est généralement on fait la comparaison entre deux allèles. Cela ne veut pas dire que chaque gène se présente uniquement sous forme de deux allèles. Vous pouvez trouver un gène qui se présente sous forme de plusieurs allèles. C'est le cas par exemple l'exemple qui est connu, c'est le gène qui est responsable du groupe sanguin du système ABO. Pour ce gène, par exemple, vous avez trois allèles, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Et vous avez vu en immunologie qu'il y a par exemple les gènes du CMH, et ils peuvent se présenter sous forme de dizaines, voire des centaines d'allèles. Donc, ça, c'est pour préciser donc la relation entre le gène et l'allèle, mais dans plusieurs études génétiques, de la génétique humaine en tout cas, ceux que vous pouvez rencontrer dans vos exercices, généralement on vous présente un gène qui se présente sous forme de deux allèles, un allèle normal et un allèle responsable de la maladie. Revenons aux expressions utilisées en génétique humaine surtout. On dit par exemple que le locus du gène est porté sur un autosome, ou bien le gène est situé sur un autosome, donc je suis en train de parler au singulier, et je peux dire que la paire d'allèles, donc j'ai dit le gène est situé sur un autosome, ou bien la paire d'allèles est portée par une paire de chromosomes homologues non sexuels, ou bien une paire d'autosomes.
Donc, si on parle au singulier du gène, on va parler du chromosome. Si on parle d'une paire d'allèles, eh bien, on va parler d'une paire de chromosomes homologues. Voici donc ce rappel à propos du langage utilisé en génétique. Et puis donc, il faut donc chercher toujours à bien maîtriser le sens de n'importe quel terme scientifique utilisé et n'importe quelle expression utilisée. Donc, revenons à notre proposition numéro un. Dans le cas d'une maladie héréditaire récessive non liée au sexe, qu'est-ce qu'on va dire? Petit 1, toute personne atteinte de la maladie est homozygote pour l'allèle normal. Mais si on est homozygote pour l'allèle normal, eh bien, cela veut dire qu'on est sain. Donc, la première proposition, la première suggestion, elle est fausse. Je vais sauter la proposition B, vous allez savoir pourquoi. Je vais passer à la proposition C. Les hétérozygotes sont atteints de la maladie. Mais imaginez que la maladie n'est pas liée au sexe, donc il y a transmission autosomique, et il y a des individus hétérozygotes. Les individus hétérozygotes, ils portent à la fois l'allèle normal dominant et l'allèle récessif responsable de la maladie. Donc, ils doivent être normaux. Donc, les hétérozygotes sont atteints de la maladie. C'est faux, parce que si on est hétérozygote dans le cas d'une maladie récessive, c'est-à-dire on a l'allèle normal dominant et l'allèle récessif responsable de la maladie, eh bien, on doit être sain, on ne doit pas être atteint. La proposition C, elle est fausse. Allons voir la proposition D. Toute personne malade produit des gamètes ne portant jamais l'allèle responsable de la maladie. Alors, que veut dire personne malade dans le cas d'une transmission autosomique et d'une maladie récessive? Une personne malade, c'est-à-dire elle porte deux exemplaires de l'allèle responsable de la maladie. Hein? Mettons par exemple, si vous avez petit m, hein? Donc toute personne malade, petit m, disons par exemple, si on veut noter l'allèle responsable de la maladie, petit m récessif, toute personne malade produit des gamètes ne portant jamais, non, c'est le contraire, ils produisent des gamètes qui portent toujours l'allèle responsable de la maladie et non pas jamais. Donc, les propositions A, C, D sont des propositions fausses. Alors, regardons à présent la proposition B. Eh bien, la proposition B, les hétérozygotes sont sains, c'est-à-dire non atteints de la maladie. Donc, c'est juste parce que si on est hétérozygote dans le cas d'une maladie récessive à transmission autosomique, hétérozygote, c'est-à-dire qu'on porte à la fois l'allèle normal dominant et l'allèle responsable de la maladie qui est récessif, eh bien, ce qui va l'emporter, c'est l'allèle normal. Donc, on est sain. Donc, la proposition B, elle est juste. Pour la première, la suggestion B est juste pour la première proposition. Voilà. Passons à présent à la proposition numéro 2. Nous avons toujours A, B, C, D. Dans le cas d'une maladie héréditaire dominante non liée au sexe, donc toujours on a une transmission autosomique, hein, mais dans ce cas-là, l'allèle responsable de la maladie est dominant. Eh bien, l'allèle responsable de la maladie est dominant, transmission autosomique. Voyons la proposition A. Les hétérozygotes ne sont pas atteints. Au contraire, parce que si on est hétérozygote, c'est-à-dire dans ce cas-là, on porte à la fois l'allèle responsable de la maladie, hein, l'allèle responsable de la maladie est dominant, hein, et l'allèle normal est récessif. Hein. Je vais appeler par exemple grand M l'allèle dominant responsable de la maladie et petit n l'allèle normal récessif. Vous voyez, donc on va adopter cette notation pour faciliter donc l'imagination des génotypes et des phénotypes, etc. Bien. Alors, si je considère par exemple que l'allèle responsable de la maladie
est dominant et l'allèle petit n est récessif. Grand M, c'est responsable de la maladie dominante. L'allèle petit n est récessif. D'accord? Donc, on va raisonner sur la base de cette notation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Les hétérozygotes, c'est-à-dire ceux qui sont grand M, petit n. Alors, si on est grand M, petit n, c'est-à-dire qu'on est atteint de la maladie, parce que grand M, c'est l'allèle responsable de la maladie et qui est en même temps qui est dominant. Donc, les hétérozygotes doivent être atteints. Ici, on nous dit que les hétérozygotes ne sont pas atteints. Donc, la proposition, la suggestion petit a, elle est fausse. Je vais sauter la proposition B, je vais passer à la proposition C. Deux parents sains donnent naissance à des enfants malades. Deux parents sains. Alors, dans ce cas-là, que veut dire être sain? C'est-à-dire avoir un génotype petit n, parce que l'allèle normal est récessif et on ne peut pas être sain que si on est homozygote par rapport à l'allèle normal. Donc, on doit être petit n. Alors, si on est petit n, on ne peut jamais donner naissance à des enfants malades parce que si les deux parents sains, ils sont sains, c'est-à-dire leurs génotypes respectifs sont petit n. Alors, dans leur descendance, on va avoir toujours 100% de petit n, c'est-à-dire deux parents sains ne donnent jamais des enfants malades. Et ici, dans la proposition C, on vous dit le contraire, deux parents sains donnent naissance à des enfants malades, donc c'est une suggestion fausse pour C. Voyons la suggestion D. Une femme malade, homozygote. Alors, si cette femme elle est malade et elle est homozygote, c'est-à-dire son génotype, c'est grand M. Et on vous dit, donne naissance à des enfants sains. Il ne peut jamais donner naissance à des enfants sains. Donc, parce que grand M, elle est homozygote pour l'allèle responsable de la maladie qui est un allèle dominant. Donc, dans sa descendance, on a toujours une probabilité de 100% d'avoir des enfants atteints, quel que soit le génotype du mari de cette femme. Donc, la proposition D est une proposition fausse. Qu'est-ce qui est donc juste par rapport à la suggestion D, elle est fausse. Donc, qu'est-ce qui est juste? On va chercher dans B. Les hétérozygotes, c'est-à-dire ceux qui sont grand M, petit n, sont atteints de la maladie? Oui, c'est juste parce que si on est hétérozygote, c'est-à-dire on est grand M sur petit n, et puisque grand M, il est à la fois dominant et responsable de la maladie, donc les hétérozygotes sont atteints de la maladie. Bien, ça, c'est en ce qui concerne la proposition numéro 2. On va passer à la proposition numéro 3. Voilà, votre proposition numéro 3. Dans le cas d'une maladie héréditaire récessive, portée par X. Donc déjà, une maladie héréditaire, je m'excuse, une maladie héréditaire récessive, donc je vais noter l'allèle responsable de la maladie, petit m. Et donc, l'allèle normal, il est grand M. Voilà. Donc, M, c'est pour malade, N, c'est pour normal. Juste pour faciliter donc mon imagination par rapport aux relations entre les génotypes et les phénotypes. Donc, petit m, c'est-à-dire l'allèle responsable de la maladie récessif, grand N, l'allèle normal dominant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est une maladie récessive et en même temps, on vous dit qu'il est porté par X. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici porté par X? Donc, dans notre langage, on dit porté par X, c'est-à-dire précisément porté par la partie propre à X. Vous savez très bien qu'au niveau des gonosomes, chez l'espèce humaine, nous avons une partie, pour les gonosomes, nous avons une partie qui est propre à X et une partie qui est propre à Y.
et une troisième partie qui est soi-disant homologue, parce qu'il y a une homologie partielle entre X et Y. Pour la troisième partie qui est homologue entre X et Y, généralement, on ne trouve jamais de gène par rapport aux exemples que vous pouvez trouver dans les exercices. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit d'une transmission gonosomique, toujours, vous avez à discuter deux hypothèses. C'est-à-dire, si c'est une transmission gonosomique, c'est-à-dire soit que le gène est porté par la partie propre à X, c'est-à-dire la partie du chromosome X qui n'a pas d'homologue au niveau du Y, ou bien soit le gène il est porté par la partie propre à Y, c'est-à-dire celle qui n'a pas d'homologue dans X. Et même pour le cas de la transmission gonosomique, donc la majorité des exemples étudiés que vous pouvez rencontrer, c'est pour lequel le gène est porté par la partie propre à X. Donc ici, on vous dit porté par le chromosome X, vous devez comprendre qu'il s'agit de la partie propre à X. Bien. Alors, tenant compte de ces remarques, on va donc discuter les quatre suggestions A, B, C, D. Je vais sauter la suggestion petit a et je vais discuter les suggestions B, C, D et à la fin je vais revenir à petit a et vous allez comprendre pourquoi. Bien, le père atteint de la maladie porte obligatoirement l'allèle normale. Le père atteint de la maladie. Alors, s'il est atteint de la maladie, on vous dit il porte obligatoirement l'allèle normale. C'est faux parce que si le père il est atteint de la maladie, c'est-à-dire qu'il a un Y vide et il a un X petit m. Voilà. Voilà le père qui est atteint. Il a un X petit m, Y vide. Alors on vous dit le père atteint de la maladie porte obligatoirement un allèle normal. Non, il ne porte pas d'allèle normal. Parce que s'il porte un allèle normal sur X, donc il ne doit pas être atteint. Donc la proposition B, c'est une proposition fausse. Voyons aussi ce qu'il en est pour la proposition C. Une femme malade. Alors, une femme malade, lorsqu'on a une maladie récessive et une transmission gonosomique liée à la partie propre à X, une femme malade, cela veut dire quoi? Une femme malade, cela veut dire X petit m, X petit m. On ne peut pas être malade sauf si on est, pour les femmes, donc on est homozygote pour l'allèle petit m. X petit m, X petit m. Alors, une femme malade donne naissance à un garçon sain. Alors, ce garçon, donc, lorsqu'on dit garçon, c'est-à-dire c'est l'opposé de fille, c'est-à-dire c'est un individu de sexe masculin. Alors, ce garçon, il va hériter un Y de son père. Eh bien, qu'est-ce qu'il va hériter de sa maman qui est homozygote par rapport à l'allèle petit m? Eh bien, il va obligatoirement hériter l'allèle petit m. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans la proposition C? Une femme malade donne naissance à un garçon sain. C'est pas possible. Parce qu'une femme malade, elle est homozygote pour petit m, il va donner obligatoirement un allèle petit m à son fils de sexe masculin et ce dernier doit hériter de son père le chromosome Y. Donc, une femme malade, elle doit donner naissance à un garçon malade. Donc la proposition C, c'est une proposition fausse. Bien, discutons à présent la proposition D. Un père sain, un père sain. Alors un père qui est sain, c'est-à-dire un père qui a un génotype comme celui-là. X grand N, Y vide. Donc un père sain, c'est-à-dire non malade, donne naissance à une fille malade. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'un père sain, il va donner un X grand M à sa fille, quel que soit le gamète de sa maman, quel que soit le gamète qui va être hérité de la maman, puisque l'allèle normal, il est dominant, alors un père ne peut donner naissance, un père normal ne peut donner naissance qu'à une fille normale. Donc la proposition D, c'est une proposition fausse. Revenons à présent à la proposition A. Une femme atteinte de la maladie. Voilà, automatiquement je vais écrire une femme atteinte, c'est une femme X petit m, X petit m. Qu'est-ce qu'elle a cette femme atteinte de la maladie? Est toujours homozygote, bien sûr.
Donc, c'est la proposition A. C'est la suggestion A qui est juste par rapport à la proposition numéro 3. Bien. Passons à présent à la dernière proposition et discutons les suggestions en rapport. Eh bien, vous avez ici, dans le cas d'une maladie héréditaire dominante, portée par le chromosome X. Donc, dominante, on va dire maladie dominante. Je vais noter l'allèle responsable de la maladie. Je vais le noter, enfin, je vais le noter dans mon esprit, parce que ici, donc, c'est juste pour un petit peu faciliter notre imagination. D'accord? Faciliter la tâche pour notre imagination. Alors, une maladie héréditaire dominante, je vais mettre grand M, et l'allèle, l'allèle normal, il sera petit n. Petit n. Voilà. Donc, vous avez grand M, c'est l'allèle responsable de la maladie, et petit n, c'est l'allèle normal qui est récessif. D'accord? Dans le cas d'une maladie héréditaire dominante, portée par le chromosome X, donc il s'agit d'une transmission chromosomique liée à X, et qu'est-ce qu'on entend aussi porté par X? C'est-à-dire que le gène, le locus du gène, se situe sur la partie propre au chromosome X. C'est pour cela qu'on va considérer que Y comme étant un chromosome vide par rapport à ce caractère héréditaire étudié. Donc ici, grand M, petit m, c'est juste pour faciliter la tâche à mon imagination parce que dans la réponse, on ne va pas mettre ni grand M ni grand L. Vous allez voir comment on va présenter notre réponse. Eh bien, tout simplement, donc, c'est une transmission gonosomique. Grand M, l'allèle responsable de la maladie est dominant. Petit n, l'allèle normal est récessif. Eh bien, discutons les suggestions une par une. Petit a, un père atteint de la maladie donne naissance à une fille malade. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un père atteint de la maladie. Voilà, je vais traduire ça dans mon esprit. Je vais traduire ça en génotype. Un père atteint de la maladie. Voilà pour moi ce que c'est que le père atteint de la maladie. Il est grand M, Y. Grand M, Y. Un père atteint de la maladie, il est X grand M et Y vide. Qu'est-ce qu'il a ce père qui est atteint de la maladie? Il donne naissance à une fille malade. C'est juste parce que pour les gonosomes, donc pour la fille, le père ne peut pas donner un Y, donc ce sont les individus du sexe masculin qui héritent le chromosome Y de leur père. Et donc, euh, si un père il est atteint, c'est-à-dire il porte un X grand M Y, c'est-à-dire il porte l'allèle responsable de la maladie qui est donc dominant, et pour donner une fille, il doit intervenir dans la fécondation avec un gamète, un spermatozoïde qui porte un X grand M, eh bien, la fille d'un homme atteint ne peut être que atteinte. Un père atteint de la maladie donne naissance à une fille malade. Donc, la première proposition, elle est juste. Mais on va voir les autres propositions parce qu'il ne faut jamais donc répondre définitivement avant de consulter toutes les suggestions. Petit b, une femme saine donne naissance à un garçon malade. Une femme saine. Alors, si une femme saine, cela veut dire quoi? Une femme saine, c'est-à-dire il est X petit n, X petit n. Parce que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Alors, si une femme est saine, elle a comme génotype X petit n, X petit n. Et un garçon va hériter Y. Un garçon va hériter un Y de son père. Et il va obligatoirement hériter un X petit n de sa maman. Donc, ce garçon-là doit être normal.
qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une femme saine dont le sens est un garçon malade. Donc c'est faux. Parce que une femme saine, elle va donner un X petit n à son fils qui est de sexe masculin. Celui-là va prendre un Y de son père, donc il devrait être X petit n Y, c'est-à-dire il doit être normal. Il ne doit pas être malade. Donc cette proposition B, elle est fausse. La suggestion C, qu'est-ce que l'on est de la suggestion C? Un père atteint de la maladie. Alors, un père atteint de la maladie, on a dit la maladie elle est dominante, donc un père atteint de la maladie, il sera X, grand M, Y vide. Voilà. Un père atteint de la maladie dans le sens à une fille saine. C'est pas possible, parce que si le père il est atteint de la maladie, il va donner un X grand M responsable de la maladie à sa fille, et quel que soit le gamète qui sera hérité de la maman, la fille doit être atteinte. Donc la proposition C est fausse. Dernière proposition, c'est la proposition D. Alors qu'est-ce que je vais dire à propos de la proposition D? Le père atteint de la maladie. Donc le père atteint de la maladie, il est comment? Il est comme ça. X grand M, Y vide. X grand M, Y vide. Le père atteint de la maladie est hétérozygote. Donc déjà, le terme homozygote, hétérozygote, c'est il faut avoir deux allèles. Ici, lorsqu'il s'agit d'une transmission gonosomique, les individus du sexe masculin portent un unique allèle porté par le chromosome X, puisque le chromosome Y est vide, donc hétérozygote, homozygote, dans ce cas-là, à peu près, je dirais, ça n'a pas de sens. Donc, on va revenir à la proposition petit a. Un père atteint de la maladie, dans le sens à une fille malade, c'est juste parce que c'est un père atteint de la maladie, eh bien, il va avoir un chromosome X grand M, donc qui porte l'allèle responsable de la maladie qui est en même temps un allèle dominant, et la fille, elle va être obligatoirement malade, quel que soit le gamète hérité de la maman. Voilà, donc on a terminé cette partie-là, les trois exercices de la partie restitution des connaissances. C'est le sujet de la session de rattrapage Bac 2016, sciences mathématiques A. Je dois tout simplement vous dire que puisque cet exercice porte sur la génétique humaine, c'est-à-dire c'est un exercice qui est intéressant aussi bien pour les élèves de la deuxième année du bac sciences mathématiques A et la deuxième année du bac SVT. Eh bien, sur ces belles images, je vous dis au revoir et à la prochaine.